Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard de La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de me rendre à Liposteil, au nord des Landes, pour rencontrer Patrick Larère, dirigeant des fermes Larère. En une génération, Patrick et ses frères ont fait de leur exploitation une des plus grandes fermes de production de légumes du pays. L'entreprise est aujourd'hui composée de 11 associés, tous de la famille Larère, et embauche pas moins de 200 salariés à l'année. Leur production historique, la carotte. Mais ils cultivent désormais un large panel de légumes pour atteindre une production de 60 000 tonnes par an. Il faut dire que le terroir du nord des Landes, avec son climat océanique et ses sols sableux, s'y prête bien. Ce volume et leur diversité de production permettent à Patrick et ses associés de gérer eux-mêmes leur commercialisation, notamment en direct avec la grande distribution. Et c'est là que ça devient intéressant. Peut-on être gros producteur et bien travailler ? Qu'est-ce qu'on consomme vraiment quand on achète des carottes et d'autres légumes français sur les étals ? Qu'est-ce qui motive un agriculteur à donner une telle dimension à son activité ? C'est tout ceci que j'avais envie de comprendre en partant à la rencontre de Patrick. Au-delà de tout ça, c'est aussi sa personnalité que j'avais envie de mettre en lumière. Ce passionné a naturellement fait le pari de l'authenticité et du collectif pour développer son activité, et vous le verrez, ça lui réussit plutôt bien. J'en profite pour le remercier sincèrement pour son accueil et pour le bon moment partagé. Allez, je vous laisse en compagnie de Patrick. Bonne écoute! Bonjour Patrick. Bonjour Louise. Merci beaucoup de me recevoir sur ton exploitation. Je suis trop contente d'être là. Ça doit faire 1 an qu'on doit faire cette interview, je pense. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer où c'est qu'on est actuellement ? Alors bonjour Louise, alors moi c'est Patrick, j'ai 49 ans, voilà, marié avec Marie, papa de 2 enfants, Tom 18 ans et Maëlle 13 ans. Alors moi je suis landais, je suis originaire de Copenhague, mais je vis à Liposteil, je suis agriculteur et je suis agriculteur aux fermes Larère, un collectif d'exploitation. Alors il y a 2 exploitations familiales qui ont décidé plutôt que de partir chacun dans leur coin, de travailler ensemble. Et aujourd'hui on t'accueille à La Boyre, dans notre serre expérimentale dans laquelle on expérimente quelques nouveaux modèles. Ouais, nouveau, on en parlera, gingembre, patates douces, agrumes, on est au milieu d'un peu de tout. Ça a été quoi le déclic pour toi de t'investir agriculteur, de t'investir dans la profession ? En fait, moi, très longtemps, je ne savais pas ce que j'allais faire, j'étais un peu paumé, je me suis dit, je vais faire école d'agri, comme mes frangins, comme José et Philippe. Faire un petit peu pareil, et puis mon papa qui me disait écoute, tu feras ce que tu voudras, et puis il y aura toujours une place pour toi si tu veux être là, et puis voilà, et puis du coup tout naturellement après un BTS je me suis installé aux côtés de mes frères ici dans les Landes de Gascogne. Ok, donc un peu par hasard ou au final par conviction Ouais, mais par observation, c'est l'intelligence des situations qui fait qu'en fait tiens, ça j'ai envie de faire ça en fait, voilà. C'est pas évident, on le voit aujourd'hui dans les jeunes aujourd'hui. C'est pas évident à 18, 20 ans, qu'est-ce qu'on veut faire parce qu'on est encore on peut avoir des voilà. Et finalement, je suis très heureux et très fier d'avoir suivi cette voie. Et alors, tu peux nous raconter l'histoire des fermes Larère, parce que tu nous dis que tu es originaire de Copenhague, donc c'est au cœur de la Chalosse. Ouais. Tu es au nord des Landes. Bon, Ouais. les gens qui ne connaissent pas les Landes trouveront que tu as déménagé à côté, mais les Landais savent que là, pour le coup, tu as changé de territoire. Je reste chalossé, moi, c'est dans mes tripes, même si mon cœur est chalossé, mais j'ai été adopté par la Haute-Lande, et j'ai adopté aussi la Haute-Lande. C'est une aventure familiale, hein, donc c'est pas mon aventure, c'est vraiment l'aventure d'une famille avec à travers 3 générations. Mon papa était 2e de famille d'une petite exploitation de Copenhague, la ferme du Pontic, et ma maman, il s'est marié avec Raymond, donc Gilbert s'est marié avec Raymond, ferme de Brugnon. Je salue mes cousins, les Larieux. Oui, d'ailleurs, les Larieux qui font du très bon foie gras, s'il y en a qui veulent le commander, il paraît qu'il est excellent. Qui était du coup sa voisine, et ils étaient tous les 2 seconde d'exploitation. Et souvent dans l'exploitation, du coup chalossaise, l'aîné reprenait l'exploitation. Donc mon papa, il a fait des petits boulots jusqu'à l'âge de 30 ans, et son frère lui a filé un coup de main à l'époque. Il a racheté une vieille moissonneuse en bois, on est en 1958. Il crée une exploitation de battage, en fait, une entreprise de battage, pardon. Il allait moissonner chez les agriculteurs avec sa batteuse, son battage à l'ancienne.
Une batteuse d'ailleurs qui est toujours qui sert pour faire des manifestations, qui est entretenue par voilà, des amis qui la font tourner. Et puis sont arrivés les moissonneuses batteuses automotrices, tout ça, et puis il a commencé à venir moissonner dans le nord des Landes, chez quelques pionniers. Et il s'est rendu compte que dans le nord des Landes, il y avait ces forêts immenses de pins, mais il y avait des agriculteurs venus de l'autre bout de la France qui, avec l'arrivée des pivots, tout ça, commençaient à créer des exploitations assez grandes, quoi. Et il a vu ça un peu comme le rêve californien. Il a vu ça, c'est un truc de dingue. Ici, c'est le Texas, la Californie, c'est voilà, c'est l'Andifornie. Et mes frères, alors moi j'ai 11 et 15 ans d'écart avec mes frangins. Et dans les années 80, bon, mes frangins, ils avaient fait le souhait de travailler avec mon papa. Mon papa leur disait, faut peut-être mieux travailler pour soi que pour les autres, parce que c'est toujours dur l'agriculture. Donc c'est dur pour les agriculteurs, il faudrait travailler pour vous. Et du coup, il a aidé mes frères à s'installer. Donc Philippe en 1981 à Liposteil, c'est là où on a le siège du groupe. Et José juste après en 1984. Et moi, je suis arrivé après, avec mon décalage, en 1995. Voilà. Et du coup, l'histoire, c'est ça. Donc, entre 1981 et aujourd'hui, c'est des arrivées. Il y a eu des enfants derrière. Avec aujourd'hui, on est 11 membres de la famille à travailler dans le groupe familial, avec chacun joue un rôle pour ce collectif. La plupart ont donc du coup une exploitation, sont associés au groupe, hein, parce qu'aujourd'hui acheter une exploitation c'est compliqué. Donc un peu dans ce système-là, la famille aide le nouvel arrivant à s'installer. Et généralement, après avoir tourné sur plusieurs postes, il va se positionner sur un rôle et qui va jouer un rôle pour le collectif. L'idée c'est que chacun s'approprie un rôle pour le collectif. Et voilà, généralement ce qui le passionne ou ce qu'il aime, et du coup voilà, on se change, chacun un petit peu investi. Donc on a à la fois ce rôle de chef d'exploitation et ce rôle de diriger telle ou telle chose pour les autres en fait. Et tu peux nous décrire les fermes Larère aujourd'hui, puisque Ouais. une génération au final c'est quand même une vraie réussite, parce que là tu parles de siège social, Ouais. je suis arrivée, il y a un parking, on s'enregistre à l'accueil, il y a quelqu'un, enfin je veux dire ça a pris une toute autre dimension que 3 exploitations. Aujourd'hui voilà, donc aujourd'hui ouais, il y a donc mes parents sont partis, ils sont en haut, mes neveux sont arrivés, Julien est arrivé en première en 2008 pardon, Eddy et Sylvain en 2013 et 2014, et ils se sont eux aussi installés, donc ils ont permis la création de nouvelles fermes. Et du coup, aujourd'hui, il y a 12 exploitations. Voilà, il y a 12 exploitations avec une mise en commun totale des moyens, en fait. C'est un peu comme une coopérative familiale. C'est-à-dire qu'on n'a pas, chaque exploitation, en gros, ses pivots d'irrigation, son matériel d'irrigation, tout le reste, c'est acheté en commun. Donc on a une entreprise de travaux. L'entreprise de travaux originelle qu'avait créée mon père, elle travaille pour nos exploitations. Donc on a le matériel en commun. On a des mécanos en commun, on a une station de conditionnement pour les légumes en commun, on a une équipe commerciale en commun, on a des équipes comptables en commun, et on a tout mis, en fait voilà, on a tout. D'où le fait que ça s'appelle les fermes Larère. C'est pour ça, voilà, les fermes Larère, avec chacun quand même qui peut donner son mot à dire sur qu'est-ce qu'il veut faire, etc. Donc on crée, ça permet aussi, on a besoin de faire, pour nos légumes notamment, de faire quelque chose qui est un principe clé dans la culture durable et biologique, c'est de créer de la rotation des cultures. Donc en fonction des exploitations, l'un va avoir des carottes, l'autre du maïs, l'autre du maïs semence, du maïs, enfin ça va tourner comme ça en fonction des exploitations. Donc on essaie d'équilibrer ça entre les uns et les autres, et puis voilà, puis ça marche plutôt bien. Et alors aujourd'hui vous produisez quoi? C'est quoi vos principales productions? Alors, nous on a une partie des fermes qui sont consacrées à l'agriculture classique, on fait dire de la région, on va dire. On fait du maïs semence, du maïs doux, des haricots verts, des choses ce qui se fait un petit peu dans la région, qui est adapté à la région. Et là, notre métier, notre spécialité, c'est le légume frais. On fait du légume frais, on produit à peu près un peu plus de 50 000 tonnes de légumes frais, essentiellement de la carotte. On a fêté notre 30e anniversaire, puisqu'on a démarré la carotte en 1993. Voilà. À côté de ça, on s'est diversifié. D'abord, on a essayé de se dire, en fait, on est sur un terroir magique. Ici, on peut faire plein de choses, on peut faire pousser plein de choses. On s'est rendu compte en 2010, on a fait un essai sur quelques hectares, on a fait pousser plus de 70 espèces végétales, on a vu qu'est-ce qu'on pouvait faire pousser, pas faire pousser, etc. Oui, parce qu'au premier abord, comme ça, au milieu des pins et en plus dans les sables, c'est des sols sableux, quoi, au final. C'est pas un terroir spontanément où on se dirait que ça va produire. En fait, c'est un sol qui est magique. Les agronomes disaient que c'était inculte, que les Landes de Gascogne étaient incultes.
En fait, les terrains, après une forêt de pins, sont très acides, 4,5. Ça peut être pauvre, ça peut être très pauvre. Mais par certaines méthodes, on peut réenrichir les sols, on peut les faire revivre, les ramener à la vie et en faire des terrains très fertiles. L'avantage aussi, c'est qu'on a beaucoup d'eau. En fait, si on a mis de l'eau, s'il y a des pins à l'Inde de Gascogne, c'est Napoléon à la base, pour assainir, pour essayer de pomper un peu en surface. Un pin pompe 1 mètre cube d'eau par jour. Oui, c'était des marécages qui C'était étaient des marécages, complètement voilà. inexploités. Les Landais, c'était sur des échasses pour pas avoir les pieds dans la gadoue. Et pour qu'on les voit par-dessus les petits buissons qui poussaient aussi. Mais voilà. Mais du coup, Napoléon a mis des pins. Et en gros, jusqu'au début des années 70, ici, il y avait que des pins, quelques fous. Voilà, mais la leçon d'agriculture est arrivée par des agriculteurs du bassin parisien qui sont arrivés. Ils ont pété la couche d'Alios. On a une espèce de couche imperméable, en fait, qui est à 30, 40, 50, 60 cm en dessous pour créer du coup les échanges, en fait. Mais dessous, on a de l'eau, quoi, en fait. On a de l'eau, voilà. On a de l'eau à 1 mètre, on a de l'eau et on a 20 mètres de flotte, quoi, sur 70-80 km, quoi, en fait. C'est de l'eau qui... Le paradis pour les agriculteurs actuellement. Malheureusement, en fait, tout le monde en France n'aura pas notre chance, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra faire de la bouffe, et les Landes de Gascogne, c'est les 50 prochaines années, c'est quelque chose qui sera vital pour la France, parce qu'on pourra ici faire des cultures vivrières, nourricières, pardon, qui vont permettre de nourrir les Français, en fait. Parce qu'on aura de l'eau, il faut de l'eau, quoi. Et cette eau, elle est en quantité que, je veux dire, on a une chance que peu ont, en fait. Alors, c'est un sol qui a peut-être moins de potentiel que d'autres terrains, mais par contre, il a la chance d'avoir de l'eau, il a d'autres avantages. Et du coup, c'est un excellent support pour beaucoup de légumes. La carotte est arrivée dans les années 90, il y a quelques pionniers, on n'a pas été les premiers, au milieu des années 80, qui ont commencé à se rendre compte que ça pouvait pousser, et après c'est arrivé massivement en 1990. On a été à peu près une douzaine à partir dans la carotte, en gros, entre le nord des Landes et un petit peu la région de Soustons et le sud Gironde et le Médoc. Et voilà. Et les Landes sont devenus leaders très rapidement de la production de carottes. Ce qu'il faut savoir, aujourd'hui, 60% de la carotte consommée en France vient des Landes et de la Gironde. Et alors justement, c'est l'occasion de parler de la carotte. C'est une tubercule du coup, c'est ça? Comment ça se passe? Tu peux nous raconter? C'est une racine. Donc on plante une graine, en fait. On plante à peu près 1 million, entre 1 million et 1,4 million en fonction des saisons, en fonction des périodes de graines sur un hectare de carottes. On les sème en ligne. En fait, on sème, généralement, on les met sur une butte de 15-20 cm de haut pour les sortir un peu de la surface, pour les aérer, pour faire de la longueur. D'accord ? Et ensuite, elles vont pousser gentiment. On va retrouver 3 types de carottes. On va retrouver la carotte primeur qu'on va semer, en gros, entre novembre et mars. Ça, c'est les premières carottes qu'on va récolter entre mai et juillet. Ça, c'est la carotte primeur. La carotte de saison qu'on va semer entre avril et mai, qu'on va récolter entre août et fin novembre. Et ensuite, la carotte de conservation. Alors ça, c'est vraiment une particularité landaise. On va ressemer derrière notre carotte primeur une deuxième carotte. On va la semer en juin, juillet, juste après la récolte. Elle va être prête en novembre. Et là, on va la labourer. C'est une charrue spéciale qui va venir la mettre sous terre. On va la mettre pour la protéger du froid. On peut avoir du froid, l'histoire nous dit qu'on peut avoir des moins 15. Moins 15, ça veut dire moins 15 pendant plusieurs jours. C'est la terre gelée jusqu'à 15 cm. Donc l'idée, c'est d'aller mettre les carottes à 10-15 cm sous terre pour les protéger de ces pertes totales de production qu'on pourrait avoir s'il y avait du gel. Et ça, c'est une typicité landaise. On laboure la carotte. Ça évite plutôt que d'autres bassins, nord de la France ou le nord de l'Europe, qui là plutôt va la stocker en frigo. Ça va consommer d'énergie, c'est moins durable. Niveau carbone, c'est moins bon. On reste sur un produit vivant, frais. Et du coup, cette carotte, elle va rester en terre. Elle va garder le contact à la terre. Et on va venir la ramasser tout l'hiver avec des machines un peu spécifiques pour la ramasser sous terre. Et du coup, pour terminer notre saison à peu près fin mars. Donc en gros, dans les Landes, vous avez la carotte 11 mois de l'année, en fait. Ouais, ok. Voilà. Et la culture, elle se fait en plein champ? Plein champ, c'est plein champ, que plein champ. Et ça m'amène à la question de l'auditeur. On voit qu'il y a des carottes de différentes couleurs, blanches, violettes, orange. C'est Julien qui te demande c'est quoi la différence entre ces carottes-là? Est-ce que c'est des différences de variété? Qu'est-ce que c'est? Les carottes de couleur, en fait, il y a eu un mouvement dans les années 2010, les légumes oubliés. Il y a encore un petit peu aujourd'hui, ça a pris, ça n'a pas pris. Aujourd'hui, les carottes de couleur, en gros, il y a des jaunes, il y a des blanches, il y a des violettes.
La jaune, c'est une carotte qui est consommée sur l'est de la Suisse et l'ouest de l'Autriche. C'est très régional, ils s'en mangent que là-bas en gros. Il y en a un petit peu ailleurs. Elle a une petite histoire, il y a un petit peu de sucre au niveau du goût. Mais bon, voilà. Ce qu'il faut savoir, qu'elle est blanche, carottes blanches et carottes violettes. À la base, c'est des variétés fourragères. Et ce que tes auditeurs doivent bien comprendre, c'est que dans les légumes oubliés, il y en a qu'on a oublié, peut-être parce que l'on oublié, mais il y en a certains qu'on a oubliés parce qu'il fallait vraiment les oublier. Et là, nos amis semenciers qui voulaient nous vendre des graines, on leur a dit, écoutez, on va pas quand même on va pas faire des carottes qu'on donnait autrefois aux vaches. Voilà, parce que fourragère, c'est que ouais, c'est pour les animaux. C'est pour les animaux, voilà. Il n'y a pas d'intérêt gustatif ou très peu, quoi. Voilà. Ah, okay. Ça met de la couleur, mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas de goût. Très bien. Et est-ce que la carotte des Landes a un goût particulier du fait qu'elle soit dans ce terroir qui est très particulier, ou finalement on n'aime pas tant que ça Ce qu'amène le terroir des Landes, c'est le sable, en fait. On va avoir une racine qui va être très droite, qui va être assez homogène, donc facile à peler, facile à travailler, parce qu'elle ne rencontre pas d'obstacles, en fait. Et voilà. Après, au niveau du goût, on va être sur un produit qui va être quand même assez sucré. Avec, on le voit parce qu'on a une partie de nos productions qui partent pour faire des jus, notamment. Elles ont le niveau de sucre nécessaire pour faire des jus. Elles vont être sucrées, elles vont être croquantes. Elles vont rester croquantes justement parce qu'elles vont être stockées en terre. Elles vont être récoltées fraîches en fait. Nous, on récolte tous les jours. Et ce qu'on récolte le lundi, c'est envoyé le lundi ou le mardi au pire, mais c'est récolté frais. Donc elle a cette particularité de garder ce croquant, ce goût sucré, et du coup finalement elle garde ses vitamines, elle ne le perd pas parce qu'un légume plus on attend, plus il va perdre de saveur. Donc elle a cette particularité-là. Et la récolte, ça se fait de manière mécanique? Comment tu fais? Ouais. Ça a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, la carotte? Alors, même les semis et tout ça? Deux types de récoltes. Soit on va venir plutôt en carotte primeur, et l'été, on va venir la tirer par la feuille. Donc c'est une machine avec des courroies qui viennent prendre les carottes, qui les tirer pour les extraire du sol, en les soulevant un peu par-dessous. Et ces courroies vont être ensuite vont acheminer les carottes au-dessus d'un tapis. Et là, on a des espèces d'équeuteurs, en fait. C'est des machines qui viennent couper les fans. Et les carottes tombent. Et globalement, on ramasse que des carottes. On n'a pas de corps étranger. Dès qu'on a la fan qui va commencer à être fatiguée, ou notamment en bio, on a plus de concurrence avec des adventices. Là, par contre, on travaille on ramasse comme des arracheuses à pommes de terre. C'est des tapis tamis qui viennent filtrer le sol et extraire les carottes. Là, l'inconvénient, c'est qu'on va avoir aussi des corps étrangers. Donc dans les Landes, on peut avoir des racines de bruyère, des rafles de maïs, des choses comme ça, quoi. Voilà. Et après, une fois qu'elle est récoltée, chez toi, elle part en elle part en station, dans une station de conditionnement, dans laquelle on va d'abord, les premières étapes, on va enlever tout ce qui est corps étranger, donc on va enlever les pierres, on va enlever les flottants, on va enlever la terre, on va la laver, on va la brosser, parce qu'on peut avoir quelques petites aspérités, quelques petites taches, quelques petits défauts superficiels. Le consommateur, c'est couillant, mais ce qu'il aime, c'est un produit qui est joli, qui est beau, qui est brillant. Donc on va la polir en fait. On a une machine qui la polit, la rend plus belle en fait, la rend plus séduisante. Voilà. Et ensuite on va la calibrer, la trier. La calibrer, parce qu'on va avoir derrière, il va y avoir différents usages. Une grosse carotte va plutôt partir ou en industrie ou sur des réseaux restauration, cantine. On va avoir des carottes qui vont être plutôt vendues en vrac. Donc là, on va avoir une carotte généralement qui est vendue dans le marché du frais, elle fait entre 20 et 40 mm. Les carottes qui font entre 30 et 40 mm vont être plutôt vendues du coup, en vrac, donc ils vont être achetés à l'unité en balance au magasin. Et les carottes plus petites vont être vendues en sachet, donc sur différents formats, qui vont en gros de 500 grammes pour les mini carottes, ça c'est les toutes petites que vous pouvez manger comme ça directement à l'apéro, et les toutes fines, et après les autres qui vont être vendues du coup en sachet pour faire plutôt des rondelles ou plutôt des soupes. Enfin, ça dépend en fonction des usages des consommateurs. Aujourd'hui, c'est à peu près moitié-moitié en fait. Le consommateur, en fait, on fait ce que le consommateur veut. Et en gros, une carotte sur deux aujourd'hui, tu as acheté un balai. Et ensuite, tu produis sous label et certification certaines carottes, ou tu es tout en conventionnel? Comment Alors, ça se passe? Conventionnel depuis 93, ça fait 30 ans. On a fêté notre 30e année l'an dernier. On est très fiers de te recevoir aussi parce que cette année, c'est nos 20 ans pour la carotte bio. La carotte bio, on a démarré en 2004. On va faire notre 20e anniversaire. Donc le bio, voilà. Donc voilà. Et puis on a vécu avec ça. On n'oppose pas les modèles chez nous. C'est un fondement clé. On n'oppose pas les modèles. On les observe, on voit comment. Voilà. On a toujours essayé de produire une carotte hyper durable en fait. On n'a jamais désinfecté nos sols. On a toujours essayé de mettre le moins de pesticides possible sur la carotte conventionnelle. Et on a toujours des méthodes qu'on utilisait en bio. Si on pouvait les appliquer en conventionnel, on les applique en conventionnel. Donc on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie? Et en 2018, on a fondé
avec d'autres entreprises, d'autres groupes de producteurs, notamment certains qui sont landais ou implantés dans les Landes. On a fondé le collectif Nouveau Champ avec le label Zéro résidu de pesticides, qui est un peu un mix entre ces deux, où on va autour d'une promesse du consommateur que dans le produit qu'il va consommer, on garantit qu'il n'y a plus de résidus de pesticides, des techniques derrière, que le résultat est obtenu par des techniques agroécologiques qui vont être très poussées pour arriver à ce résultat-là en fait. Et comment tu fais pour, sur une même exploitation ou un même groupement pour produire trois typologies différentes, du bio, du conventionnel et du zéro résidu de pesticides? Parce que j'imagine qu'une parcelle bio ne peut pas être à côté d'une parcelle de conventionnel. Comment tu le gères ça? En fait, nos îlots, on a des exploitations on a 4 exploitations qui sont conventionnelles. C'est plutôt les premières, hein, les pionnières. Toutes les exploitations créées depuis 2000 sont biologiques. En fait, c'est des moyens différents. En fait, on a je sais pas, un exemple, on a un PLV pour le conventionnel, un PLV pour le bio, on a des moyens qui vont être différents, des outils qui vont être différents. On n'a pas entre des fertilisants organiques entre des engrais organiques et des engrais de synthèse, on n'a pas le même matériel. Enfin, on a beaucoup de voilà. Sur le bio, on a beaucoup de travail manuel, on a beaucoup d'équipes saisonnières qui viennent, on a plus d'une centaine de saisonniers qui viennent pour faire du désherbage ou de la récolte ou de l'entretien de culture. Donc voilà, donc souvent c'est des gens qui reviennent depuis de nombreuses années, hein, qui sont chez nous. Et donc c'est pas les mêmes moyens en fait qu'on va mettre. Par contre, dès qu'on voit qu'on a quelque chose qui dit tiens, hop, ça a toujours, je pense que le bio nous a permis de mieux faire le conventionnel, je pense. Voilà, dans notre histoire. Et en termes de coûts de production et de débouchés entre les deux aujourd'hui, comment ça se passe? On n'est pas sur les mêmes. Les coûts, généralement, en fonction des cultures, hein, sur une carotte, on va être à 2 fois et demi le prix. En gros, le coût d'une carotte biologique, c'est 2 fois et demi le prix. Et avec un rendement qui va être à peu près un tiers en moins, quoi. Donc on a un coût de production qui est plus élevé, en fait. Lié à quoi? À ces coûts-là, alors les coûts. Tu vas retrouver les engrais. Les engrais organiques sont plus chers que les engrais conventionnels. Par contre, davantage, on va avoir des externalités positives au niveau des engrais, parce que tu vas retrouver des engrais qui vont être locaux. Nous, on a un résidu de méthanisation, par exemple. On va retrouver des choses qu'on va les sourcer localement, plutôt que des choses qui sont faites très loin. Donc ça, c'est voilà. Il y a de l'économique, mais aussi du sociétal qu'il faut regarder. Sur la partie protection de culture, parce que voilà, il faut bien protéger les cultures. Donc pour ça, en conventionnel, on va appliquer du coup des pesticides. C'est des solutions qu'on n'a pas sur le bio. Donc là, le désherbage, par exemple, une carotte, ce qu'il faut savoir, c'est dès qu'elle est toute petite, c'est la concurrence d'une herbe, l'herbe va prendre le dessus en fait. Donc tout de suite, dès qu'elle arrive elle est toute petite, elle est bébé, elle a 2 feuilles, il va falloir venir enlever toutes les mauvaises herbes. En conventionnel, c'est facile. On met des doses très réduites aujourd'hui, hein, du style un demi-litre, 1 litre par hectare. Donc c'est rien de pesticides pour tuer toutes les herbes. Sur le bio, non. Donc là, on va passer avec des engins qui vont venir biner, travailler localement avec des GPS. En fait, il y a de la techno aussi un peu. Hein, ouais. À 1 cm, 1 cm et demi de la carotte. Il est capable d'identifier quelle est la feuille de carotte et quelle est la feuille de la mauvaise herbe? Non, mais on est à 1 cm et demi. Ça va être travaillé mécaniquement. D'accord. Après, il reste une bande de 10 cm, 10-12 cm. Là, il faut faire à la main, quoi. Ah, okay. Il n'y a pas le choix. Donc là, c'est des équipes qui passent à la main, qui récoltent. Donc là, bien évidemment, le coût, il est sans commune mesure. Et en plus, on ne garantit pas qu'il n'y a pas d'herbe. Il y en a quand même un petit peu, parce qu'il en pousse toujours, quoi. Donc on perd des parcelles, on perd des ronds, des zones. Donc le bio, c'est quand même beaucoup plus compliqué, en fait. Voilà. Et tu trouves du monde qui a envie d'aller désherber la carotte à la mer? Ouais, alors on a toujours eu dans l'agriculture. C'est vrai que les métiers de l'agriculture n'attirent pas forcément. Et on a eu nos premiers salariés étrangers il y a une dizaine d'années, 10-12 ans en fait. Et on a eu, alors ils pouvaient être polonais, on a plein de belles histoires chez nous en fait, parce qu'il y en a plein qui sont chez nous, qui aujourd'hui sont français, ils sont en CDI, ils sont salariés, certains ont des postes de responsables, chefs d'équipe. Dans ces histoires, il y a beaucoup de familles qui viennent, il y en a certains, ils vont s'installer, ils deviennent français, leurs enfants sont au collège avec nos enfants, enfin voilà. Il y a une autre catégorie qui vont repartir chez eux, 3, 4, ils vont travailler 6 mois chez nous, ils vont repartir 6 mois chez eux, et du coup en venant travailler en France,
leur salaire est doublé, triplé. Alors certains pays sud-américains, il faut savoir, c'est 7 fois, quoi. Ils vont prendre 6-7 fois leur salaire. Nous, on avait un couple qui a travaillé 7 ans chez nous. En travaillant 7 ans chez nous, ils avaient travaillé pour une vie chez eux. Et ils sont partis, ils sont rentrés en Équateur, et ils ont créé un atelier, ils sont devenus éleveurs de poulets. Donc, on a quelques belles histoires, mais c'est des gens qui reviennent assez naturellement de réseau, quoi. Voilà. Okay. Mais c'est quand même un gros morceau, non, la gestion des salariés, parce que combien tu as de salariés? Alors, en permanent, on est 200, 200 permanents, alors sur tous les services, en fait, Ouais. d'équipe commerciale. Les 12 fermes, toutes les productions. Dans les champs, stations, donc il y a à peu près 200 permanents, et après, on a un peu plus de 100 saisonniers qui vont venir, alors plutôt dans les champs l'été, même si elle est un petit peu en station, et plutôt en station l'hiver, en fait. Voilà. Voilà. Mais on est vraiment pour faire ces saisons en fonction des produits, pour venir nous aider du coup ponctuellement, avec quand même une bascule en permanent dès qu'on peut, quoi. Pour finir sur la carotte, au-delà de la main-d'œuvre, après, est-ce qu'il y a d'autres difficultés de production Dans les enjeux qu'on a devant, on a tout ce qui va concerner le changement climatique, on le voit, c'est de plus en plus complexe. On le voit par exemple, on a eu cet automne, on a eu pratiquement 900 mm de pluie entre le 20 octobre et la fin février. Pendant ce temps-là, on devait ramasser des carottes tous les jours, dans les champs, dans la boue. Donc là, ce qu'on voit, l'évolution qui se passe. Et là, mon neveu Julien, là, il a été bon, hein, avec ses équipes, avec Nicolas, tout ça. Ils ont modifié des machines pour pouvoir arriver à mieux récolter. Il faut que le matériel évolue pour pouvoir s'adapter aux aléas. Et on les voit, ces aléas sont de plus en plus violents, donc il faudra que la culture s'adapte par rapport à ça. On a aussi des phénomènes qui deviennent complexes. Par exemple, il n'a pas fait froid, on n'a plus de grand froid. Donc, est-ce qu'il faut labourer, pas labourer? Donc, on est avec labourer nos carottes ou pas? Est-ce qu'il faut Il y a des prises de risques qui sont de plus en plus complexes à appréhender. Et puis, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, ce changement climatique, il peut être aussi positif. Pourquoi il serait que négatif, quoi? Du coup, ça nous a aussi amené à se dire, est-ce qu'on peut pas faire autre chose? Est-ce qu'on ne peut pas demain faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, les faire ici? Et des choses que peut-être on ne pourra plus faire ici, arrêter de les faire. C'est peut-être ça l'avenir, en fait. D'où le fait de cette serre expérimentale au milieu de laquelle on est. Ouais, c'est ça. On a essayé d'y mettre un peu d'agrumes, avec voir un petit peu ce qui pousse. Donc on est sur... autrefois, c'était une forêt, hein, avec la forêt de pin. Il y a très peu, finalement, de biodiversité dans une forêt de pin. On a mis... c'est une serre photovoltaïque, ici, donc, qui ne nous appartient pas, hein, Quand tu dis qu'elle ne vous appartient pas, je fais une aparté, c'est que vous avez bénéficié du bâtiment gratuitement, mais il appartient au producteur d'énergie solaire qui a mis des panneaux photovoltaïques au-dessus. C'est ça. Si on fait la parenthèse, notre parti pris quand même, c'est que l'agrivoltaïque, que ce soit un bâtiment et tout, il faut que nous, on part du principe que l'agriculteur ne peut... d'avoir l'équipement gratuit, mais s'il y a quelqu'un qui doit prendre de l'argent pendant 40 ans sur son dos et que lui, il n'en voit pas la couleur, c'est pas normal, en fait. Et il peut y avoir des acteurs qui investissent chez les agriculteurs, mais moi je pense que l'agriculteur doit avoir une place dans la société qui vend l'électricité. Voilà. Soit faire ses projets lui-même, soit avoir une place dedans pour bénéficier aussi de cette externalité positive d'avoir des revenus par rapport à la production d'énergie. Celle-là, elle est expérimentale. On ne savait pas trop comment ça allait marcher. Donc on s'est dit, pourquoi pas essayer d'y planter des agrumes. On a quelques pionniers dans les Landes, hein, du côté d'Air-sur-Adour, qui ont fait un peu le pari fou de faire pousser des agrumes dans les Landes. Donc on s'est dit pourquoi pas. On voit qu'ils s'implantent dans le Roussillon. On s'est dit peut-être ça viendra chez nous. L'avantage dans cette serre, c'est qu'on a un peu plus de degrés, en fait. On a un peu plus de degrés, on a un peu plus de chaleur. Avec les ouvrants, on peut maîtriser un peu plus l'hygrométrie, un peu plus de choses. Donc on s'est dit, est-ce qu'on ne va pas essayer? Donc là, en fait, on a planté plein d'agrumes, il y a un peu de tout, hein. Il y a des oranges, il y a des citrons, il y a des mandarines, il y a des clémentines, il y a des yuzu. Enfin, bref, on a essayé à peu près tout ce qui se faisait. Voilà, et on essaie de regarder un petit peu. C'est expérimental. On a planté les premiers il y a 2 ans. On regarde un peu ce qui se passe. On a essayé plein de choses. Hein. Il y a plein de choses qui ne marchent pas. Ce qu'on a réussi à faire, voilà, un peu dans nos fiertés, c'est du gingembre, en fait. Le gingembre, c'est un légume qui se consomme de plus en plus. C'est quasiment un alicament. On s'est dit, est-ce qu'on peut l'adapter ici à notre terroir? Puis voilà, ça fait 2 ans qu'on y arrive. On récolte du gingembre du coup frais. On l'implante au mois de mars et on le récolte entre octobre et décembre, avant les gelées, quoi. Ça m'amène à la minute économie du podcast. Est-ce que le fait que vous ayez autant de productions différentes et que vous continuez d'en tester des nouvelles, etc., ça vous aide sur la partie commercialisation, j'imagine? Comment ça se passe,
cette partie-là? Alors, Tu peux nous raconter comment vous la êtes organisé? en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, la carotte, c'est le légume le moins cher du rayon, en fait. Je vous dis, la carotte est arrivée dans les années 90. Entre 2004 et pratiquement 2021, une année sur deux, une année sur trois en carotte, c'était une année de crise. Surproduction, enfin bon, bref, avec des prix très bas, mauvaise valorisation. Des 13 ou 15 pionniers que je vous dis qui sont partis dans la carotte, aujourd'hui, il en reste, on est 4 ou 5. Quoi. Il y en a plus beaucoup, on est plus nombreux, parce que c'est un produit qui n'est pas cher, en fait. La carotte, c'est le légume moins cher. Nous, on a toujours essayé, depuis 2010, de se diversifier dans d'autres légumes. Des légumes un peu innovants, comme choudou. Choudou, c'est un légume qu'on a trouvé au Japon, on est tout seul, on a l'exclusivité, c'est notre marque. On l'a implanté en France, c'est un peu notre bébé, c'est notre fierté. Un légume qui va avoir des particularités organoleptiques, par exemple de goût, il est digeste, il est sucré par rapport à un chou classique, il n'y a pas de soufre dedans, il peut être hyper polyvalent, se manger en salade, cru, cuit, on peut faire plein de choses avec. Donc aujourd'hui, c'est un peu, voilà, on est très fiers de ça, on s'est dit mais aussi c'est peut-être ça, aller vers des niches, et finalement c'est un produit, c'est une niche, mais finalement on est tout seul à le faire, donc ces produits-là viennent, une fois qu'ils ont été implantés, ils viennent amener un petit revenu qui vient de manière, qui vient lisser à certains moments. La carotte ça marche pas, il va y avoir ça qui a marché. Donc on a essayé de sortir de la dépendance de la carotte pour aller vers d'autres produits. On fait un petit peu d'asperges, on fait ces produits un peu changement climatique avec de la patate douce. On fait aussi du poireau, on a d'autres gammes de légumes. On a essayé de se diversifier un petit peu comme ça dans d'autres légumes pour pas être trop dépendant de la carotte, quoi. Même si c'est notre légume qui fait 80% de notre activité. Et du coup, ça te permet d'aller négocier en direct avec la grande distribution au final. Tu n'as pas d'intermédiaire entre toi et la grande distribution. Ouais. Aujourd'hui, on travaille avec tout le monde. En fait, on travaille un petit peu avec tout le monde en France. C'est aussi une de nos fiertés. Pour nous, on a un circuit court parce qu'aujourd'hui, entre les clients et nous, il n'y a personne, quoi. Finalement, on a une position privilégiée par rapport à un bon nombre d'agriculteurs. On voit des choses différentes. En fait, on voit ce qui se passe par rapport à un agriculteur qui a une filière longue, avec X intermédiaires entre lui et le magasin. Nous, on a un schéma beaucoup plus court. Oui, et puis tu maîtrises l'ensemble de l'amont à l'aval. C'est ça. C'est les crises. Et ce qui a amené ça, c'est les crises successives qui ont fait que le produit, c'était dur. Il n'y avait pas la place pour l'intermédiaire. Donc, finalement, petit à petit, on a shooté les intermédiaires parce qu'il n'y avait pas la place. Sinon, on serait mort, on ne serait plus là. Et par contre, ça nous donne une position un peu d'observateur assez intéressante, quoi. Voilà. Et du coup, on essaye, on a des clients vraiment avec qui ça se passe bien. On est dans une relation partenariale, long terme, on travaille sur l'avenir, qu'est-ce qu'il faut faire, on les associe à nos projets. Alors, c'est pas avec tous les clients comme ça, voilà, mais il y a des clients... Parce que les négociations, surtout sur le rayon fruits et légumes, les négociations peuvent être dures parfois, non? Non, alors franchement, aujourd'hui, clairement, moi je n'ai pas peur de le dire, les meilleures valorisations aujourd'hui que l'on a, c'est à la grande distribution. Parce que finalement, moi je suis très pragmatique, je ne suis pas là pour dire du bien des uns ou des autres. La grande distribution en général, c'est le schéma logistique aujourd'hui le plus optimisé pour aller toucher le consommateur. Parce que sinon, quand vous passez, je sais pas, un grossiste, vous vendez un rungiste qui revend un intermédiaire, qui revend un truc, au final, voilà, souvent c'est moins bien. Donc souvent c'est la GD. Alors ils vont avoir d'autres contraintes. La GD va avoir d'autres contraintes, des cahiers des charges, où ils vont être exigeants sur la façon de produire. Mais nous, ça nous va bien, parce que nous, on est exigeants avec nous-mêmes sur la façon de produire. On veut bien produire. Donc c'est pour ça aussi, finalement, qu'on s'est bien entendu avec la plupart. C'est ça qui fait. Aujourd'hui, on essaie toujours d'être un peu un temps en avance. C'est ça aussi, c'est dans nos valeurs, ça. Dans les nôtres, de la famille, mais aussi de nos équipes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour demain, quoi. C'est quoi, quoi. Tu vois, c'est ça. Et ça, c'est important. Et du coup... aussi, on a trouvé des clients qui vont être réceptifs à ça. Après, on a une autre philosophie, c'est de dire, à partir du moment où on travaille avec quelqu'un, il faut qu'on dépasse le stade juste producteur. Il faut qu'on soit la solution pour ce client-là. Donc c'est vrai qu'aussi, on a une équipe commerciale, on a une station de conditionnement. On s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres produits à valoriser, d'autres producteurs, par exemple, pour les mois où on n'a pas de production, par exemple. Donc du coup, nous on a pu aller produire ailleurs, on est aussi au Portugal, mais on a aussi des producteurs dans le nord de la France, en Bretagne, qui vont venir compléter nos saisonnalités pour approvisionner nos circuits commerciaux. Donc finalement, on est la solution pour le client et on est aussi la solution pour d'autres producteurs finalement qui écoulent leurs produits à travers nos canaux et qu'on essaye avec qui on va travailler comme on va travailler nos exploitations, de la même manière en fait.
Tu as un peu reproduit le schéma d'une coopérative au final, mais en direct. Ouais, je sais pas, mais moi, le modèle coopératif, à partir du moment où l'agriculteur s'exprime sur ce qu'il peut faire, qui participe à la stratégie, qui peut amener sa vision des choses, je pense qu'il est bon. Après, c'est quand c'est trop gros que ça devient compliqué, mais c'est pas pour ça que ça peut pas marcher. Il y a des coopératives qui vont très bien, où les agriculteurs trouvent du sens, il y en a un peu moins, mais je pense que ça va à l'avenir, avec une nouvelle génération d'agriculteurs, ça va se résoudre tout ça. Oui, et puis là, le fait que tu travailles avec d'autres agriculteurs, ça leur permet aussi de bénéficier du référencement des fermes Laraire, parce qu'être référencé dans les catalogues d'achat de la grande distrib, c'est pas une mince affaire non plus, c'est une grosse barrière à l'entrée. Ouais, c'est beaucoup d'énergie, nous on a mis 15 ans. Hein. On a commencé tard à la GD. La GD, on a commencé en 2009. Et encore une fois, c'est pas notre seul canal. Aujourd'hui, 75% des fruits et légumes qui sont consommés sont achetés à la GD. Finalement, c'est notre part de marché. 75% de légumes sont vendus en GD. Mais il ne faut pas oublier les réseaux de grossistes qui vont aussi alimenter la restauration collective, les cantines. On a tout un réseau de clients ou d'ateliers de transformation qui peut être au petit atelier local qui va transformer 100 kg de carottes par semaine à des camions, à des clients beaucoup plus gros qui vont transformer pour faire du jus ou des carottes râpées, qui vont venir valoriser nos coproduits. On ne jette rien, on valorise tout. Quand tu produis une carotte, tu en as 15 à 20% qui sont moches. Et ces carottes-là, aujourd'hui, sont toutes valorisées. Le consommateur ne veut pas des carottes moches, en fait. Il dit oui, les carottes moches, c'est bien, c'est vrai, mais au final, quand il est dans le rayon, il ne les achète pas. Il les laisse, elles sont jetées. Et nous, on n'aime pas jeter. Donc ces carottes-là, on va les calibrer différemment avec nos outils et on va envoyer ça vers des réseaux de transformation. Et on ne jette plus rien. Et ça aurait été dommage que vous laissiez la partie commercialisation parce que c'est toi qui t'en occupes, tu fais ça très bien. Je tiens à souligner quand même que tu as tous les PDG des grandes surfaces. Philippe Brochard qui est l'ancien PDG de Auchan. Tu as Édouard Bergeon aussi, dans un autre registre, mais avec qui que tu connais très bien. En fait, tu as su cultiver ce réseau et faire du business presque à la landaise en tissant des liens conviviaux et sincères avec ces gens-là. En fait, derrière, ce qu'il y a, c'est l'humain. On va chercher l'humain, en fait. On est tous des terriens, on est tous des humains engagés pour le vivant. Donc, du coup, moi que j'ai une personnalité en face qui soit patron d'enseigne ou un acheteur ou chef de rayon, on va de les mêmes, en fait. Enfin, moi ou mes équipes, on a la même philosophie, en fait. On joue le même match, en fait. Il faut nourrir les Français, il faut le faire de mieux en mieux. Donc voilà, donc après moi j'ai pas de franchement tu m'embarrasses avec ta question parce que j'ai d'excellentes relations avec tous nos clients en fait et ça se passe super bien. C'est des partenaires, j'ai du mal au mot client, c'est des partenaires comme nos fournisseurs en fait. On a des fournisseurs, des gros, des petits, des locaux, en fait on n'a pas de, faut aller chercher l'humain qu'il y a derrière et chercher des relations qui ont du sens en fait. Et c'est ça. Et c'est vrai que dans un monde qu'on pourrait penser des fois comme dur, moi je trouve qu'il n'est pas si dur que ça. Parce que, alors c'est sûr, il y a des phases de négociation qui ne sont pas simples, mais je trouve que quand même, et ça chez tous nos clients, généralement si on travaille avec des gens, c'est qu'on a envie de travailler avec eux, sinon on ne travaillerait plus avec eux. Voilà. Et c'est extrêmement rare les clients avec qui on a dit non, on arrête. Mais c'est arrivé. C'est arrivé. Parce qu'il y a quelque chose qui fait que ça ne nous allait pas. Quoi. Dans la vie, il faut se dire les choses. Il faut se dire les choses et nous, on se dit les choses. Et c'est comme ça qu'on arrive à co-construire, en fait. En France, on oppose trop les modèles, quoi. On oppose trop les acteurs, on s'oppose trop. En fait, il faut juste se mettre autour de la table et construire, c'est tout. Ouais, ce qui est parfois le plus difficile, effectivement. Pour nos auditeurs, le doux bruit qu'on entend, c'est la pluie qui tombe sur la serre. Pas de panique. Et justement, du coup, il y a une vraie dimension aujourd'hui à ton métier, une dimension de chef d'entreprise à ton métier. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît ? Est-ce que des fois tu te dis, tiens, on s'est embarqué dans un truc, je veux dire 200 salariés, quoi, tu vois, c'est pas... je me dis, ça doit... Tu vois, il y a du boulot, ça doit être dur des fois. Enfin, est-ce que c'est quoi ton ressenti par rapport à tout ça ? Mon ressenti, en fait, nous, on n'a pas... j'aime bien Mike Horn, il dit, il y a des fois, il ne faut pas réfléchir, parce que si on attend 100% des réponses de ce qui va se passer, on ne part jamais, en fait. Des fois, il y a une part de folie. Donc c'est vrai que vraiment, l'aventure qu'on a vécue, familiale, elle est hyper forte, parce qu'il y a des fois, on n'a pas réfléchi, on a fait des paris fous. Avec mes frères et nos équipes, il y a eu des vrais paris fous, en fait.
fait, aujourd'hui, on ne les ferait pas. Je dirais, non, on n'y va pas, c'est trop fou. On n'a pas, l'agriculteur, en fait, souvent en école d'agri, il n'a pas de cours de management, il n'a pas de cours de... En fait, voilà, il a une formation un peu de compta, voilà, c'est général. Moi, j'ai un BTA, un BTS machinisme agricole, donc j'ai pas de... Je savais pas qu'on allait faire tout ça. Donc, moi, mon parti pris, c'est que je me forme beaucoup. Hein. Je fais partie du réseau des centres des jeunes dirigeants des Landes, en fait. Voilà, Tu as été président, d'ailleurs. Ouais, j'étais président. Ouais, merci. Salut mes copains. Et ouais, parce qu'en fait, il faut apprendre. En fait. Je pense que jeune, on va à l'école. L'école, mon père me disait, vous apprenez à apprendre. Dans la vie, on apprend. Chaque jour, notamment en se trompant. On grandit nos erreurs. Et c'est ça qui nous fait apprendre. Donc, on n'a pas tout réussi. Hein. On a foré plein de trucs. Et donc, voilà. Donc, c'est à travers ça qu'on essaye. Enfin, moi, c'est un peu la philosophie de la famille, à travers nos échecs, de grandir et derrière de faire de meilleurs choix et d'avancer, quoi. Après, les générations, ce que je vois aujourd'hui, mes neveux, je vois les générations d'agriculteurs, généralement, ils se forment plus aujourd'hui, ils ont un peu plus de bagages. Et je suis assez enthousiaste parce que je pense que ça fera des générations d'agriculteurs qui ne feront vraiment pas n'importe quoi, qui ont pris conscience vraiment de ce rôle, hein, de chef d'entreprise. Beaucoup d'exploitations aujourd'hui ont des salariés. On ne parle jamais des salariés. Là, aujourd'hui, nos équipes, c'est le premier truc à quoi on pense quand ça va mal, quand ça va truc. C'est pour eux qu'il faut qu'on avance, qu'on se batte. Ils sont à nos côtés, ils ont la passion à nos côtés. Donc voilà, donc ça, c'est des choses que peut-être le monde agricole, on n'en parle pas assez, mais c'est quelque chose qui est très important. Et c'est sûr qu'il faut se former. Je pense qu'il faut se former. Moi, c'est mon avis. Il faut se former. Il faut sortir d'isolement. Il faut échanger avec d'autres chefs d'entreprise, des agriculteurs ou pas forcément, parce que souvent les problématiques que l'on retrouve au quotidien, c'est pas forcément des problématiques d'agri. Il peut y avoir des problématiques RH, des problématiques fiscales, financières, administratives. On a une lourdeur administrative, voilà. Mais c'est pas forcément lié au métier d'agriculteur. Souvent, 90% des problèmes que l'on a, qu'on rencontre, c'est les problèmes que tous les chefs d'entreprise ont et pas. Voilà. Et je vais te poser une question, je ne sais pas si tu pourras me répondre, mais plus sur ta vision là-dessus. Est-ce que tu penses que les exploitations de demain, elles devront avoir une certaine taille comme la tienne pour réussir à bien vivre et à survivre, et c'est plutôt ce modèle-là qui se pérennisera, ou est-ce qu'il y aura de la place pour les plus petites exploitations? Comment tu vois les choses, toi, en tant que partie prenante? Alors, pour moi, il n'y a pas de mauvais modèle. C'est vrai que nous, notre modèle, il est gros, mais il faut se rappeler qu'on est parti du légume le moins cher du rayon. Donc si on n'avait pas fait ça, on serait mort, on serait plus là. À partir du moment où, à l'échelle de l'écosystème, que j'ai un hectare, que j'en ai 1000, si ce que je fais bien là respecte la planète au niveau environnemental, au niveau social, si je fais vivre mon écosystème, mes salariés, les fournisseurs, si au niveau sociétal, l'impact de l'entreprise il est positif sur le territoire, si on embauche local, si on fait un peu vivre les entreprises du coin, si on soutient un peu les assos locales, voilà, et si on fait un peu de pédagogie, si on vend peut-être un peu plus localement nos produits à travers des circuits courts, si ça coche toutes ces cases-là, que ce soit petit ou gros, on s'en fout. C'est pas ça. Et si l'agriculteur a envie, l'agriculteur et ses salariés ont envie, il n'y a pas de mauvais modèle en fait. Ce qu'on retrouve aujourd'hui, moi, qui me prend au trip, c'est qu'en fait, on va dire, ouais, la solution c'est ça, la solution c'est ça. Mais en fait, aujourd'hui, si on prend 5 consommateurs aujourd'hui, il n'y a pas 5 consommateurs qui veulent du bio, ou il n'y a pas 5 consommateurs qui veulent du premier prix. Il y a 15%, entre 15 et 25% des consommateurs qui veulent du premier prix parce qu'aujourd'hui c'est compliqué. Il y a entre 5 et 10% des consommateurs qui veulent du bio. Il y en a entre 5 qui vont acheter des labels, 10 qui vont acheter... Il faut de tout. Donc il faut de tout pour nourrir les Français. Moi, ce qui m'inquiète plus, je vais te le dire, c'est l'arrivée de la finance. On voit l'arrivée de groupes financiers qui se pointent dans l'agriculture. On le voit, on a une exploitation au Portugal. Ce qu'on voit, c'est des fonds d'investissement qui arrivent en Espagne. 65% de l'agrume espagnol appartient à des fonds, à la finance. Moi, c'est ça qui me fait peur, en fait. C'est l'arrivée de la financiarisation de l'agriculture. Moi, c'est ça qui me fait peur. Et est-ce qu'il n'y a pas... En fait, dans l'image du grand public, il y a ce côté c'est gros, c'est pas bien, c'est petit, c'est bien. Il y a un gros effort de communication et de pédagogie à faire aussi auprès du client final
là-dessus, ce que tu essaies de faire, je sais que tu investis beaucoup de temps et sûrement des moyens aussi pour montrer ce que vous faites sur l'exploitation, sur les réseaux sociaux, etc. Ça devient indispensable. Ouais. Alors nous, on a voulu sur les réseaux aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une opportunité. Alors ça peut être un problème parce que tu vas mettre le plus grand expert qui va venir t'expliquer, théoriser quelque chose. En fait, voilà, une plante, elle pousse comme ça. Tu vas avoir des commentaires qui vont arriver avec des gens qui pompent rien, qui vont venir te faire la vie, te dire ouais c'est nul, etc. Donc tu vois, ça s'enflamme et du coup l'effet, les réseaux sociaux ont un effet, on va dire, négatif. Nous on prend ça positivement, ça on ne le regarde pas, on se dit finalement c'est quoi l'impact et on s'est dit pourquoi pas dire, s'en servir pour communiquer sur qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Et on a souhaité pour ça aussi donner la parole à nos équipes, à nos collaborateurs en fait. Et alors on a sorti des séries, ça s'appelle Pendant que ça pousse, donc vous pouvez voir Eloane, différentes personnes qui expliquent en fait, comment on produit, comment on fait, etc. Donc ça fait un peu de pédagogie. On a pas mal de nos chauffeurs qui nous font ou des photos, ou des réels, ou des vidéos qu'on va poster sur Facebook, sur Instagram. On a une incroyable, ils ont fait un réel il y a 2 jours, c'est un truc de fou, il a eu 1 million de vues, on sait pas quoi, c'est une charrue qui laboure quoi. Ce que je me dis, c'est tu comprends pas pourquoi 1 million de vues, mais en fait on s'en fout, ça veut dire juste qu'il y a des gens qui se disent qu'ils kiffent l'agriculture et qui se disent putain, c'est bien quoi. Alors on retrouve de la passion. Il y a 5-6 ans, on avait du mal à recruter des chauffeurs de tracteurs. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Parce qu'il y a des gens qui se repassionnent pour ces métiers-là. Et ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. Donc il faut voir le bon côté des choses et s'en servir pour communiquer. Je pense que c'est à la portée de tous les agriculteurs de faire une petite photo, un petit truc simple, juste mettre de l'assertivité, en fait, parler de soi et dire communiquer un peu, finalement un peu ses émotions, ce que je suis en train de faire. Voilà, à ce moment, je fais ça et faire de la pédagogie pour expliquer au consommateur. Ce fossé entre le conso et le producteur, il faut juste le casser, et notamment. Merci Louise, parce que toi, t'en as fait Mon credo. ton credo, ton quotidien, et ce qui a, voilà, c'est ça. Bravo. Merci. Après, oui, tu dis oui, les agriculteurs, mais c'est vrai qu'il faut avoir ça vous rajoute quand même une dimension à votre métier supplémentaire. Ça demande du temps et c'est pas toujours dans les gènes de l'agriculteur de communiquer. Voilà, il y a aussi un côté presque humilité. Je veux pas me mettre en avant. Pour revivre caché, qui est d'ailleurs a coûté au monde agricole, qui a aussi expliqué le gap qui s'est installé entre monde rural et monde urbain, mais c'est vrai que c'est pas non plus toujours évident pour tout le monde. Et en fait, on l'a vu avec la crise agri là, qui il y a quelques semaines. On l'a vu en fait, c'est que le conso il est tout de suite touché. Ah mais dès que ça sort de la bouche d'un agriculteur, le consommateur donnerait le bon Dieu sans confession. En vrai, quand c'est un agriculteur en direct qui parle, c'est d'une puissance folle. Ça. Et pour finir l'interview, j'aimerais revenir un peu sur toi et tes valeurs, parce que j'ai le sentiment que le collectif a une grande place dans ta manière d'agir, dans ton business et dans ta vie personnelle aussi. Mais les fermes Larère, il y a une dimension très collective. On a parlé du collectif Nouveau Champ. On n'a pas parlé, mais tu es membre fondateur de Chez les Landais aussi, pour mettre en avant les produits des Landes. Et tu auras été à l'origine de quelques soirées mémorables au Salon de l'Agriculture, dont certains se souviendront. C'est important pour toi, cette dimension-là ? Ouais, mais j'ai un petit côté altruiste, je pense. Bon, déjà, moi j'ai un peu de mal, en fait, même si je suis à l'aise pour parler, j'ai un peu de. Voilà, en l'occurrence, moi je parle pas à mon nom, j'essaie de parler au nom de ma famille, de mes collaborateurs, ça c'est vraiment important. C'est vrai qu'après, j'aime bien m'investir dans des collectifs. Bon, j'adore faire des rencontres, des belles rencontres. Quand je fais des rencontres et que je vois qu'on peut associer des personnes, faire des choses, voilà, je peux m'investir, voilà. Et c'est vrai qu'il y a des choses dont on est fier, en fait. On a été fondateur du collectif Nouveau Champ, qui a sorti un premier label, qui est le label Zéro Résidu de Pesticides, qui est aujourd'hui le label qui a le plus de notoriété en France. On est à 76% de notoriété, devant tous les autres labels, en termes de confiance. Et là, c'est un collectif aujourd'hui, on est à peu près une trentaine d'entreprises, ça pèse plus de 400 producteurs en France. Et en fait, on échange ensemble sur le progrès agricole. Tout le monde s'est dit, ouais, ils ont fait un truc, un label, zéro résidu, c'est pour profiter du truc. En fait, non, derrière, il y a toute une démarche de progrès agricole. On s'enferme des journées entières à dire, enfin, c'est quoi le progrès agricole demain ? Comment on peut truc ? Et là, on se retrouve avec une intelligence collective folle. Et donc, on s'est dit, le progrès agricole, ce sera plusieurs voies. On a commencé avec le sujet santé. Santé et indirectement environnement, parce qu'on touche les méthodes de culture avec le label Zéro Résidu de Pesticides. On sort un nouveau label, ce qui s'appelle issu d'une ferme préservant la biodiversité. En fait, on va venir checker, alors avec une agriculture de la preuve, on vient prouver à chaque fois avec des éléments factuels qui veut dire, ok, pim,
tu as le label, tu peux mettre le macaron. Ça veut dire que dans les faits, il y a le résultat. Donc là, on va se donner, dans les 10 prochaines années, on va venir sortir nos différents labels comme ça. Et je pense qu'inévitablement, on aura de plus en plus d'agri ou de groupements ou d'entreprises qui nous rejoindront. C'est inévitable. On pense même à l'internationaliser, en fait. On a des Italiens qui sont venus nous voir, on a des Allemands, on a d'autres pays qui se disent est-ce qu'on ne pourrait pas faire un truc, voilà. Donc là, on a un super président, c'est Gilles Bertrandias, qu'on salue, qui est notre président. Et puis c'est cool d'être avec tout ce collectif. On est une dizaine avec Julie et Quentin à essayer de faire avancer ça petit pas par petit pas. C'est pas facile, mais on voit bon, ça c'est génial. Moi j'aime ça. Un autre sujet, c'est chez les Landais. Ça c'est un sujet de cœur. En fait, c'est. D'ailleurs, tu as le polo. Ouais, j'ai le polo, mais je peux pas mettre sur les polo. réseaux sociaux, mais c'est pas arrivé avec le polo de Ferme-la-Rère, mais le polo chez les Landais. Ouais, mais parce qu'en fait, c'est ce qui donne beaucoup de sens, en fait, ce qui amène le sens. Moi, je pense que ce qui amène le sens dans l'agri et dans l'entrepreneuriat, c'est le côté sociétal. Souvent, dans la responsabilité sociétale des entreprises, on dit il y a un pilier économique, il y a un pilier social, il y a un pilier environnemental. Et on dit tout ça. Ça, c'est la responsabilité sociétale. En fait, nous, le pilier sociétal, c'est un pilier à part entière parce qu'on met notre entreprise au cœur de notre chaîne de valeur. Donc, on va inclure nos parties prenantes dans nos ambitions, dans nos décisions. Donc, on va inclure le client, les fournisseurs, etc., etc. Mais on va aussi avoir une notion territoriale. D'accord ? Et là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? L'idée, c'est d'avoir un impact positif. Et du coup, moi, je suis landais. On est landais. On est là, toute la famille, nos équipes, on est landais. Voilà, j'ai plein de potes. On est fous de notre territoire. Qu'on soit clair, ceux qui nous écoutent, on est désolé, mais c'est vrai qu'on a le plus beau département de France. C'est la Landifornie. On a des produits d'exception exceptionnels. Et c'est vrai qu'un jour, j'étais avec mon voisin Gilles Pécastin à la Verre de Port. Et on s'est retrouvés au salon, on est en 2016. On se rend compte qu'il n'y a pas de stand landais au salon d'agriculture. Pas un. À part Fred, ça coûtait trop cher. À part Fred qui vit à côté de la serre ici à la Boye, qui fait des glaces, il n'y avait pas un stand landais, ça coûte trop cher. Et là, le soir, on a bu l'apéro, ces trucs, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible que sur la ferme France, il n'y ait pas les Landes qui soient représentés. Est-ce qu'on peut pas faire quelque chose ? Donc on s'est dit, on a créé une association qui s'appelle Chez Landais. Et du coup, on est monté 4 ans au salon. Une association qui a été déclarée d'intérêt général, en fait, parce qu'elle est là, donc du coup, pour représenter les Landes, sa culture, ses traditions, ses produits, voilà, pour les faire déguster. C'est un lieu qu'on a voulu à la fois du coup conso pour toucher le public. C'est un lieu qu'on a voulu pour les Landais aussi, pour qu'ils puissent s'y retrouver, pour y faire la fête, pour y échanger. Et c'est aussi un lieu business, pour qu'on puisse y voir ses clients, ses fournisseurs, y faire des rencontres. Donc on a toute une série dans un cadre sympa, convivial, à la landaise aussi. Qui sur une mezzanine, alors une mezzanine très célèbre, la mezzanine de chez Landais. Alors du coup, il y a plein de mezzanines au salon d'agri maintenant, mais on a eu la première mezzanine du salon. D'ailleurs, on prenait une amende, on prenait 5000 balles d'amende tous les ans parce qu'on avait une mezzanine. On s'est dit, comme le surface coûtait tellement cher, on s'est dit, on va faire une mezzanine comme ça va doubler les... Ah non, ça passe pas comme ça. Ouais, ils nous ont rattrapés. Et donc voilà, on a toute une série d'entreprises du coup, qui sont mécènes et qui participent à ça. Et du coup, ils profitent aussi de ce lieu pour faire des rendez-vous. On a pu faire des tables rondes, on a pu faire des reportages, on a pu, avec toute une dynamique autour de l'association assez sympa, à l'époque avec des fondateurs, il y avait avec Gilles Pécastin, avec Flo, Flo à le resto de Parentis, qui est toujours excellent dans sa cuisine, qui mettait en valeur nos produits, avec mes cousins, la famille Larieux, avec Cyril Laudet et Gilles Pécastin. Cyril Laudet, sur l'Armagnac que j'ai interviewé. Donc, voilà. Au début, c'était ça. Et donc, on a vu rapidement que ça a pris. On a fait 4 ans. Le Covid nous a arrêtés. Mais alors, le modèle économique était super compliqué. C'était super chaud. C'était vraiment dur. On n'a pas pu revenir parce qu'on n'a pas pu réunir les fonds. Ça passait plus. Et là, on est en train d'un petit peu de relancer cette association. On sera au Salon de la Culture 2025. On est en train de créer... Ça, c'est du scoop. Ouais, c'est du scoop. C'est un scoop qu'on a donné pour toi. Tu es le premier média qui est au courant. Magnifique. Voilà, on a créé des produits dérivés. En fait, chez Landais, il y a quelque chose qui ne nous appartient pas, en fait, qui appartient à tout le monde. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Donc déjà, on a élargi, on a créé un nouveau bureau, beaucoup plus large. L'idée, c'est d'aller chercher des filières, beaucoup plus d'acteurs. Il y a toujours les familles d'origine, mais qui se sont entourées d'autres producteurs. On va aller chercher d'autres filières, d'autres entreprises, pour être beaucoup plus large, en fait, pour que ce soit beaucoup plus massif. On crée des produits dérivés avec
la tenue feria notamment, que tout le monde va s'arracher pour cet été, avec le bob, le chapeau, le foulard et le t-shirt chez les Landais. J'ai hâte de te croiser avec. Ouais, c'est ça. Mais toi aussi, j'espère bien. Oui, évidemment, je serai la première à porter le bob. J'espère bien. Et puis tous tes petits goodies, etc., qu'on pourra retrouver. On est en train de recréer des communautés de distributeurs, à la fois des restaurants, à la fois peut-être des magasins. On est en train de travailler là-dessus pour que ça puisse, et que ça soit accessible au plus grand nombre et que ça puisse financer. Notre objectif, c'est de financer l'inscription au salon en septembre. Voilà. Tout ça, ça prend du temps. Pourquoi tu le fais? Est-ce que c'est parce que ça t'anime de manière personnelle, vraiment toutes ces relations avec les gens, avec l'humain? Est-ce que derrière aussi il y a un intérêt business? Est-ce que c'est les deux un peu mélangés? Non, c'est pas non, c'est pas un intérêt business. Alors après, une fois que les trucs sont faits, chacun libre ou pas. Non, j'aime bien je suis un peu altruiste, je sais pas. Moi, j'aime bien m'inscrire là-dedans. Moi, j'aime faire des choses qui ont du sens. On aime ça, faire des choses qui ont du sens et avec des collectifs. Des choses qui font avancer le schmilblick, des choses qui, voilà, moi je me pose pas trop de questions. En tout cas, je peux témoigner que cet engagement, c'est pas du pipeau parce que dès que tu peux m'aider sur les formations à l'agriculture pour les entreprises, tu m'as beaucoup aidé aussi. Donc j'en profite pour te remercier et en tout cas pour dire qu'il y a des vrais actes derrière les paroles que tu nous tiens aujourd'hui. Écoute, on arrive à la fin de l'interview. J'ai quelques questions pour toi. La première, c'est qu'est-ce qui te rend fier à toi d'être agriculteur? Moi, ce qui me rend fier, en fait, la chose dont le plus fier, c'est quand on arrive à prendre du recul et on vit en fait, nos vies sont de plus en plus récentes avec les smartphones et tout, on en met de plus en plus dans le tube. Mais c'est quand on arrive à prendre du recul sur les choses, en fait, et que j'arrive à voir la fierté de ce qu'on fait dans les yeux ou de ma famille ou de mes équipes. Voilà, moi c'est ça, où on parlait de ces collectifs, ou de ces collectifs. Quand on a, tiens, là, prenons du recul sur les choses et qu'est-ce qui s'est passé, waouh, moi c'est ça qui me nourrit. Ensuite, est-ce que tu aurais un truc pour nous pour qu'on étale notre science au prochain repas entre amis quand il y aura des carottes sur la table? Ouais, ok. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, une carotte sur deux est achetée emballée. Ce qu'il faut savoir, les petites carottes, les carottes les plus fines, en dessous de 30 mm, on les met plutôt en sachet parce qu'il y a des consommateurs qui veulent acheter, c'est plus pratique, mais c'est aussi pourquoi les plus petites? Parce que les plus petites sont plus fragiles. Dès qu'elles vont rester à l'air, comme elles sont plus petites, elles vont se dessécher encore plus vite. Une belle expérience depuis 5-6 ans. On vend les toutes petites carottes, les plus petites, en gros, qui vont faire entre 15 et 22 mm. Celles qu'on a à l'apéro, qu'on voit, Ouais, les c'est petites ça, carottes. c'est les petites carottes en fait. Ça, c'est des carottes avant, elles partaient aux écarts de tri, elles partaient aux déchets, elles n'étaient pas valorisées. Et puis aujourd'hui, la profession les valorise dans des petits sachets de 500 grammes. C'est des carottes qui sont. Voilà. Alors, certains pourraient penser que c'est des carottes qui sont cultivées esprit. En fait, non, c'est les mêmes. C'est juste qu'on va sélectionner les plus petites. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Et voilà, c'est assez rare. Mais ça a trouvé son client aujourd'hui. C'est des carottes qui sont consommées à l'apéro. Ouais. Voilà. Du coup, c'est la même variété. Ça reste autant de temps en terre. C'est juste qu'elle n'a pas, pas grossi. Voilà, ouais, c'est ça. Ben, en fait, une carotte, quand elle pousse, la plus petite peut faire 15 et la plus grosse 45. Donc, il peut y avoir 30 mm d'écart entre. Ouais, quand même. On ne peut pas mettre tout ça ensemble. Donc, il faut calibrer, il faut segmenter, en fait. Et de cette segmentation, c'est aussi intéressant parce qu'on recrée de la valeur. La valeur pour le consommateur, à travers l'usage qu'il va faire sur le produit, et de la valeur pour le producteur, parce qu'en fait, c'est des carottes qu'on vend bien, finalement. Il y a une meilleure valorisation, peut-être, des fois, quoi. Donc, ça vient... voilà. Et dernière question, où c'est qu'on peut te contacter ou suivre l'actualité des fermes Larère? Nous, on est présents sur les réseaux sociaux. Hein. On est sur Facebook, sur Insta, sur LinkedIn, quoi. Voilà. Et voilà. Après, on peut retrouver aussi nos produits en vente directe au casier chez les Gascons, pour ceux qui sont dans le coin. Échangeur numéro 17 à Liposteil. Voilà. Très bien. Bon, merci beaucoup, Patrick, pour ton temps et pour ton accueil. C'était vraiment super. Merci. À Merci, bientôt. Louise. Ciao. À bientôt. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous êtes dans une entreprise qui travaille au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à cet effet. L'objectif ? Mieux connaître les réalités du métier d'agriculteur pour vous permettre de mieux performer dans votre job. Après avoir suivi un module e-learning où des experts reconnus vous expliquent les enjeux auxquels est confronté le monde agricole, vous partez passer une journée en immersion à la ferme avec vos collègues et maximum par groupe de 5 pour un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. L'occasion de passer de la théorie à la pratique et de profiter d'un temps d'échange privilégié avec l'agriculteur qui vous reçoit.
Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps-podcast.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très très vite.